on va prendre 5 minutes le temps que tous les élèves de terminale soient là, ce qui donnera aussi quelques minutes pour les anciens, les gens qui sont déjà engagés dans la poursuite des études supérieures de nous rejoindre. Madame le proviseur va vous accueillir évidemment dans l'établissement. Et ensuite, donc, les anciens, je leur demanderai de venir sur la scène et puis on commencera un dialogue, un échange. Vous présenterez, vous expliquer un petit peu ce que vous faites comme études supérieures rapidement. Et ce qui est intéressant pour une séquence comme celle-ci, c'est un échange entre la salle et les étudiants. Très chers anciens élèves, pour qui j'ai eu le grand plaisir d'accueillir. On les applaudit. Chers collègues enseignants, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir tous aujourd'hui, sans pyjama. Je suis vraiment... Et avec des chocolats, Je voudrais remercier très chaleureusement Monsieur Jean-Michel Quérol qui a organisé ce forum des étudiants. Avec l'équipe de vie scolaire, bien sûr, qui est là, qui est présente. Et je voudrais dire combien c'est important, ces retrouvailles, les anciens passeurs de témoins, avec vous, la promotion 2019. Donc vous allez pouvoir échanger tous ensemble et il n'y a rien de mieux que le passage de témoins que l'apprentissage par les pairs. C'est bien plus important. Bien sûr, il va y avoir d'autres stands ce matin, mais je compte beaucoup et je crois beaucoup en ce qui se passe ce matin. Donc vraiment un grand merci Jean-Michel, un grand merci chers collègues de la vie scolaire pour ce que vous avez organisé. Et je demande à ce qu'il y ait 4-5 anciens qui viennent distribuer les chocolats pour tout le monde. Bien, maintenant que tout le monde a eu presque son chocolat, si vous voulez bien m'accorder 30 secondes d'attention, les élèves. Pour aller vite, cette séquence est une prise de contact. Donc je vais demander aux anciens, alors ils sont très nombreux cette année, de se présenter rapidement, dire quelle est leur année de promotion du baccalauréat, parce qu'on n'a pas que les anciens de l'année dernière, mais on a aussi des élèves qui ont eu leur bac en 2011, 2015, donc des gens qui sont déjà bien avancés dans la poursuite d'études. On a des masters, on a des licences. Donc vous vous présentez rapidement, vous donnez un peu, vous évoquez vos difficultés et vos joies d'être rentré dans la carrière universitaire. Un garçon là. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous avez passé une très bonne rentrée. Je vous souhaite de bonnes vacances. Alors déjà, l'université, c'est beaucoup plus compliqué que le bac. Je pense que c'est le premier mot. Là, je m'appelle Charles Fadel, j'étais en L l'année dernière, donc promotion 2018. Donc je suis rentré en droit à la Sorbonne, du Caire, et voilà, c'est quelque chose d'assez difficile. Et je vais passer la parole à mon camarade. Voilà. Moi je m'appelle Nadim, j'étais en ES et il n'y a pas de ES. Et maintenant je suis à Lyon et elle a en éco-gestion. Je suis à Lyon 2. Lyon 2. Il faut aller à Lyon 3. Je m'appelle Youssef Ben, j'étais en L droit et je suis en L1 droit, si pas rien au Caire. Bonjour, j'ai passé mon bac S l'année dernière. Et maintenant, j'étudie en Espagne à la IE University. IE, c'est une université en Espagne. Il y en a une à Madrid et une à un endroit qui s'appelle Segovia, c'est minuscule. Mais c'est excellent, honnêtement. On est tous trop contents là-bas. J'étudie architecture. Et c'est difficile, mais ça passe. Bonjour, je m'appelle Jamil. J'ai passé mon bac ES l'année dernière.
maintenant, je fais des études de finance à Londres. Ah, City University of London. City University of London. C'est très difficile. Profitez de votre dernière année, au moins. Moi je m'appelle Yacine, donc je suis en deuxième année de relations internationales à la Défense. Donc c'est une école, un institut d'études des relations internationales. J'ai changé, c'est la première année là-bas et en terminale ES dans la promo 2017. Bonjour, je m'appelle Inès, j'étais en promo 2014 en bac ES et maintenant je fais le master 1 de lettres et civilisation étrangère en anglais à la Sorbonne Nouvelle à Paris. Je suis à Inès, donc j'étais aussi en promo littéraire en 2014. J'ai fait 2 années de prépa, prépa littéraire, puis j'ai fait une M3 de relations internationales à la Sorbonne Nouvelle et maintenant je suis en M2 d'études européennes à la Sorbonne. Bonjour, je m'appelle Yasmine. Mon parcours il est un peu long, donc accrochez-vous. Moi j'étais en bac ES. Je suis boursière d'excellence du gouvernement français, de l'AFE. Peut-être qu'il y en aura d'autres parmi vous ici. J'ai fait la licence éco-gestion de Paris 1. Ensuite j'ai fait le magistère finance de Paris 1 également. Et cette année je termine mon magistère et parallèlement je suis en première année de grande école à l'ESSEC. Bonjour, je suis Hassan Salim, promo 2014. J'ai fait mon bac au lycée français d'Athènes en fait, mais j'ai fait ma 4e ici. Je suis à AUC et avec Dina et Kanzi et j'ai fait un double majeur en marketing, communication et art appliqué, spécialisation en graphisme. Donc tout ce qui est en rapport avec la publicité, les arts appliqués. Donc si vous avez des questions par la suite, c'est à nous. Bonjour, je m'appelle Mourad. J'ai obtenu mon baccalauréat S l'année 2015. Ensuite, j'ai poursuivi avec 2 ans d'IUT de chimie à Rennes, en France. Et j'ai continué 1 an à Chicoutimi, c'est une ville à Québec. Et maintenant, je suis en Master 1 à Sherbrooke, au Canada, au Québec, en chimie pharmaceutique. Bonjour, je suis Kanzi Bargat, j'étais en S promo 2013 et j'étais aussi avec eux ici. Je faisais communication et graphisme. Et contrairement aux autres écoles, universités, c'est beaucoup plus facile qu'ici, donc ça va. Bonjour, je m'appelle Dana, j'étais en ES. Mais maintenant, je suis à SAD à Barcelone et je fais du business. Et c'est très très dur, mais je m'amuse beaucoup. Ok, bonjour, je m'appelle Pierre Essaïd Youssef. J'ai passé mon bac S en 2013 et donc je suis entré à Sciences Po en France, d'abord au campus de Menton, qui est spécialisé sur le Moyen-Orient. Et j'ai terminé l'année dernière mon master à Paris. Bonjour, je m'appelle Nada Essa, j'étais en promo 2018 en L. Et cette année, je suis en première année de droit à la Sorbonne au Caire. Bonjour, je m'appelle Mohamed, j'étais en ES. J'étudie à Barcelone dans une école de commerce et si vous voulez aller avoir votre bac, vous venez me dire, hein, j'ai rattrapé. Moi j'ai rattrapé 63 points. Le bac c'est de l'eau honnêtement. Hein. Alors moi je suis Fouad Kandil, j'ai fait le bac ES et j'ai décidé d'étudier le business en Norvège et voilà. Bye.
bien, maintenant que les présentations ont été à peu près faites, bon, il y en a certains qui veulent pas prendre la parole en plénière, ça se comprend, surtout si chaque fois vous applaudissez, mais de toute manière, vous allez les rencontrer en petits groupes avec des questions plus précises. Là, pour terminer cette séquence, je pense qu'il serait intéressant que déjà la salle pose des questions aux intervenants. Essayez de cibler, bon, bref, tout type de questions. Est-ce que vous en avez déjà? Est-ce que vous avez des choses à leur demander? Vous le conseillez de voyager ou de rester en Égypte? Et c'est quoi votre avis sur AUC? L'AUC, c'est un campus qui est énorme. Et, donc, ouais, partez si vous voulez. Partez si vous pouvez. Et restez pas en Égypte. Du coup, c'est que à l'étranger, en fait, contrairement à ici, c'est qu'on a beaucoup plus de débouchés et plusieurs filières en fait qui n'existent pas forcément en fait en Égypte. Après, moi, comme je suis à l'étranger, je connais pas trop comment ça se passe ici, mais il y a pas mal de filières qui sont très générales ici, quoi, contrairement à autre part. Par rapport à l'art, par rapport aux licences. Juste une petite constatation que je fais, je suppose que vous faites la même. Si vous regardez un petit peu la maturité, des terminales et même des premières années, par rapport à vos camarades qui ont déjà 2, 3, 4 ans d'études, bien sûr qu'il y a l'âge qui... mais ce que l'on peut constater comme ça, de visu dans cette réunion, c'est que les études supérieures font énormément grandir. Et vous voyez la différence de réponse aux questions. Et je vous redonne la parole. Alors des questions, qui peut poser une question? Oui, monsieur Nader. Combien de temps vous avez pris pour s'habituer à la vie en France en fait? Parce que je sais que c'est difficile. Et on peut peut-être élargir sur quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au début, l'arrivée. Quelles sont les difficultés, qu'elles soient liées à la scolarité, mais aussi des difficultés d'ordre personnel, le climat, la nourriture, bref. Est-ce que vous avez des expériences à donner à vos camarades pour les préparer à ce qui les attend? C'est plutôt dur de s'habituer pour les cours, parce que c'est pas obligatoire. Il y a comme des TD et on a le droit d'une absence, et ça dépend des universités. Mais on commence à ne plus étudier, plutôt faire la fête. Et du coup, on se retrouve avec un grand tas. Là maintenant j'ai mes partiels, mais je sais pas comment ça va se passer. Mais on va voir. Autre que ça, dès que tu arrives, bien sûr, il y a le climat qui change. On n'est pas du tout habitué. Mais vers la fin, on s'habitue. Donc moi, ça fait 5 ans. Enfin, là, c'est ma 5e année à Paris. Donc j'ai un peu d'expérience. Pour moi, j'ai eu plein d'obstacles. J'ai fait face à plein de difficultés. Je pense que déjà, le plus dur, c'est d'être seul. C'est de devoir être responsable de soi-même, d'une maison, de ses études. Donc c'est très différent d'ici où on a nos parents qui sont toujours là pour nous aider, où voilà, tous les papiers sont déjà faits. Donc je pense que c'est surtout ça, c'est d'être responsable, d'être mature et d'être responsable de soi-même parce que personne d'autre ne sera responsable de vous. Et l'université, elle demande beaucoup d'autonomie, et c'est une méthodologie et c'est un concept qui est très différent. Ici, on est très encadré finalement, même par rapport à des écoles qui sont en France. On a beaucoup de chance d'être ici et d'être encadré par nos professeurs, d'être accompagné, d'être suivi. Donc je pense que c'est le plus dur, c'est qu'on est un peu livré à soi-même là-bas. Donc il faut être mature, il faut être responsable et il faut vraiment le vouloir, il faut être ambitieux pour pouvoir réussir en France. Oui, j'ai quelque chose à ajouter. L'argent. Déjà, on dépense trop. Genre, mon budget, il est haut, mais je le termine dans 2 semaines. Genre, à partir de la 2e semaine, j'ai plus d'argent dans mon account. Et je suis broke jusqu'à la fin du mois. Et c'est horrible. Et ça s'est passé les 4 mois jusqu'à maintenant. J'ai été broke 6 fois. Ok, c'est horrible. C'est horrible. Donc vraiment, au début, ne partez pas faire du shopping et tout ça et acheter toute la bouffe que vous voulez. Faites tout ça avec vos parents parce que vraiment, quand vous êtes seul, vous allez dépenser
comme des malades et à la fin, vous allez vous trouver sans argent. Et c'est horrible. En d'autres termes, apprendre à gérer son budget. Oui, voilà, apprendre à gérer son budget. Et pour ceux qui vont aller en Espagne, le procès du visa est un peu difficile parce que quand vous arrivez, vous devez faire un truc qui s'appelle le NIE. Et genre, la visa, vous l'avez que pendant 3 mois. Et si vous n'avez pas votre NIE avant 3 mois, vous ne pouvez plus rentrer en Espagne. Donc, vous devez faire tout ça avant de partir. Et genre, au début, vous devez vous habituer aux cours et au pays et à la vie et tout ça. Mais en même temps, vous devez faire le NIE, vous devez faire votre account bancaire et tout ça. Et il y a trop de trucs à faire au début, donc c'est un peu tout compliqué ensemble. Est-ce que vous avez pris des quiz ou un test pour aller en Espagne? Parce que je sais qu'avant... Bah, non, il n'y a pas de test pour aller en Espagne, mais genre, ça dépend de l'université. Pour moi, j'ai fait un test genre, avec l'université elle-même. Ils ont organisé un truc dans un hôtel ici, au Fairmont, et genre, c'est admissions test normal. Et si tu veux aller dans une université anglaise, tu dois faire le TOEFL ou le IELTS, bien sûr, pour qu'ils sachent que tu sais parler anglais. En quoi est-ce que la vie lycéenne est différente de la vie étudiante? Déjà, vous n'avez pas vos parents, vous êtes seul. Vous êtes seul. Et allez, seul. Vous devez vous habituer à être responsable. Il n'y a personne qui va vous dire bossez, faites, je sais pas, manger. Vous devez tout faire. Vous allez tout nettoyer, vous allez faire votre linge, c'est tout. Mais il n'y a personne qui va vous dire ok, allez en cours, allez bosser. Et à Londres, il n'y a personne qui fait l'appel. Tu veux pas aller en cours, tu vas pas en cours. Tu fais ce que tu veux, parce qu'ensuite tu as tes examens. Enfin, si tu rates, tu reviens en juin. Et là, sorry, en août, pas en juin. Enfin, tu vas bosser pendant tout l'été. Enfin, c'est très très différent. Vous devez vous habituer à être responsable et... Oui, peut-être pour compléter, rebondir sur ce qui a été dit, expliquer un petit peu les évaluations. Parce qu'au lycée, on peut s'évaluer très fréquemment par le nombre de contrôles, la fréquence, et à l'université et dans les écoles, parler du calendrier des évaluations. C'est ça la grosse différence qui fait, voilà, je pense. Pour parler vite fait du Canada, à Londres, ils font pas l'appel et par contre nous on repasse pas, il n'y a pas de rattrapage. Si vous êtes en échec dans un cours, vous recommencez le cours le semestre qui suit. Il faut recommencer et repayer le cours. Donc il faut être présent pour après réussir l'examen. À propos de ici, c'est un peu différent ici. Parce que ici, si par exemple on rate une année ou on rate un trimestre, il n'y a pas trop de problème. L'année suivante, on peut récupérer. Mais ici, on a une moyenne qui reste avec nous de la première année jusqu'à la dernière année. Et en fait, ça se formule dès la première année. Ça veut dire que le plus qu'on prend des cours, le plus que ça devient difficile de augmenter les notes. Donc il faut faire attention. On va penser au début, c'est facile, on va faire du n'importe quoi, c'est pas grave. Mais faites attention, la première année, c'est où la note se formule. J'ai compris que quand on est en université, il faut avoir comme un cumul de points, je sais pas, 180 ou un truc du genre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, enfin, qu'est-ce que ça vaut, à quoi ça sert, etc. Donc en fait, il y a un système de crédit, c'est-à-dire quand vous validez un cours, en France en général il faut avoir au moins 10, vous gagnez un certain nombre de crédits. Et chaque cours vaut un certain nombre de crédits, donc vous avez des cours qui sont plus lourds, vous avez des cours qui sont plus légers, par exemple les cours de langue, les cours optionnels, vous gagnez très peu de crédits, alors que des cours de fond et des cours en fonction de votre cursus qui sont les plus importants, ceux-là valent le plus. Et à la fin de l'année, vous devez avoir un certain nombre de crédits pour valider l'année. Donc entre guillemets, vous pouvez rater certains cours, mais quand même valider votre année. Alors que quand c'est des cours de fond qui valent plus de crédits, là c'est plus compliqué. Donc je pense que c'est ça les points dont vous parlez. Et puis peut-être ajouter, si vous êtes en Europe, le système il est, disons, il est unifié, et si jamais vous faites une année à l'étranger par exemple, souvent il y a ces crédits sont convertis dans votre université, de façon à ce que vous validiez aussi votre année à l'étranger. De ce point de vue, c'est intéressant ce que tu dis.
il y a eu une réforme il y a quelques années qui codifie les mêmes diplômes sur toute l'Europe. LMD, licence, première année, deuxième année, troisième année de licence. M, master, 1 et 2, et doctorat, d'accord? Et ça, donc, c'est le même système de diplôme dans toute l'Europe, et vous avez des passerelles, et même des programmes, donc Erasmus, le plus connu, d'échanges, d'incitation pour des étudiants qui sont inscrits, par exemple, à l'université en France, d'aller faire au moins une année dans une université en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, etc. Voilà. Je voulais ajouter au Canada, c'est différent de l'Europe, encore une fois, c'est qu'on est obligé d'avoir validé tous les cours. On ne peut pas rater un cours, même si on a tous les crédits. Il faut repasser le cours, dans tous les cas, il faut avoir tous les cours. Il ne faut pas être en échec. Alors en France, il y a des universités qui sont organisées sur l'ensemble de l'année, c'est-à-dire qu'il faut avoir la moyenne dans toutes les disciplines pour valider cette année-là, et d'autres qui sont sur une moyenne générale avec une crédit des séquences, et vous pouvez avoir votre année en ayant échoué à une option. Voilà. Il y a les deux systèmes qui sont valables pour le même rapport. D'autres questions? Oui, oui. Moi, je voulais savoir, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont au Canada ou dans les pays du Nord, si le climat il est assez encombrant ou est-ce qu'on s'habitue assez vite? Oui, on peut résumer, au Canada il fait froid l'hiver et en Europe aussi. Voilà, je parle en votre langue, non? C'est pas vrai? Je veux vous dire, pour le Canada, tout le monde a peur du froid. C'est vrai qu'il y a 6 mois d'un grand hiver. Moi j'ai vécu l'année dernière, moins 45. Mais il ne faut pas avoir peur parce qu'ils ont les vêtements pour. C'est léger, mais c'est vraiment chaud. Et bah, moi, j'aime pas l'hiver, honnêtement. Mais ça me dépasse. Enfin, l'hiver, ça me passe au-dessus parce que à côté, il y a les gens, l'environnement et tout ça. C'est beaucoup plus enrichissant et ça vaut la peine d'y aller. Il ne faut pas penser au froid. Est-ce que vous pouvez juste parler plus de l'SAD School? De quoi? SAD School. C'est malade. Honnêtement, c'est très difficile, mais ça passe. Au début, tu vas avoir un peu de mal à t'adapter parce que c'est en anglais, mais ça va aller parce qu'il y a peut-être 45% des élèves sont français. Du coup, ils viennent tous du bac et ça va. Mais en maths, c'est même pas des maths. Tu fais des trucs d'ingénierie, je rigole même pas. Et après, en éco, c'est un peu comme les SES, un peu plus dur, mais ça va. C'est divisé en semestres, donc tu as de septembre à décembre, et tu as des midterms au milieu, tes finals à la fin, et après le semestre recommence en février. Et en janvier et en juin, tu as la période de electives où tu accumules tes credit hours. Et c'est soit tu fais pas, mais à la fin tu dois avoir au total, je pense, 25 credit hours. Et chaque elective te donne 2. Et à la fin, c'est 4 ans, mais la dernière année, c'est le premier semestre, tu fais un internship dans la compagnie, tu choisis n'importe où. Et deuxième semestre, tu fais un semestre à l'extérieur, donc à l'étranger. Et aussi, tu choisis l'université, mais ils choisissent qui va voyager en fonction de ton niveau donc, dans l'université et qui est le premier dans toute la section. Et c'est divisé en sections, donc il y a 5 sections en tout, 2 pour les Catalans, 1 pour les Espagnols et 2 pour l'anglais. Et dans chaque section, vous êtes 70 par section. Et ah oui, il y a une section du matin, une section de l'après-midi. La section du matin commence à 8h, finit à 14h. Et la section de l'après-midi, moi je suis dans la section de l'après-midi, ça commence à 14h et tu finis à 20h. Et c'est pas le meilleur, mais ça te laisse plus de temps à dormir. Et tu peux travailler le matin ou le soir. Et tu as cours chaque jour de 14h à 20h, chaque jour de la semaine. Et c'est très difficile de gérer son temps. Mais tu restes à la résidence de l'université parce que c'est le meilleur et tu es juste à côté. Et ouais, c'est tout. Pour les gens qui vont changer le système, par exemple un système anglais ou américain, est-ce que vous vous sentez en retard ou en avantage par rapport au reste des étudiants?
un avantage. Le système américain il est beaucoup plus facile que ça. Au contraire, genre, quand on voit... Genre, j'ai remarqué la première année que les gens qui viennent d'un système américain, ils ont un peu de difficulté la première année, alors que les gens qui viennent d'un système français, parce que le bac est beaucoup plus difficile, quand on part là-bas, on trouve que c'est vraiment facile en fait, c'est beaucoup plus facile. Et ce qui est bien dans le système américain, c'est que tu peux choisir les cours que tu veux. C'est pas organisé ici, genre si tu es en S, tu prends ces cours-là, si tu es en S. Donc toi tu choisis, tu peux par exemple être en art et prendre un cours de engineering par exemple. Donc tu choisis n'importe quel cours que tu veux. Donc ça c'est beaucoup plus facile. En fait, le système américain est complètement différent du système français parce que, en fait, vous devez prendre des cours pour votre licence, mais en parallèle, vous devez prendre des cours qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites pour avoir un peu pour connaître un peu les autres filières aussi. Par exemple, moi je suis en art, je dois prendre un cours de théâtre par exemple et sciences politiques et des trucs comme ça qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Et au début, je trouve que c'était un peu difficile pour moi de changer de tout français en tout anglais, mais comme Cathy a dit, que par exemple j'avais des meilleures notes en anglais que les gens qui venaient d'un système anglais. Enfin, grâce au bac, vous avez un autre niveau, même par exemple en histoire, en tout ça. En fait, par exemple en troisième année, je fais des trucs que j'ai fait en seconde et en première et tout ça. Aussi chez moi, il y a des gens avec moi en classe, parce que moi mon major c'est un peu plus artistique, c'est architecture, donc il y a des gens avec moi en classe qui n'ont pas fait maths, ça fait 3 ans peut-être, parce qu'ils choisissent leur matière, et donc maintenant ils sont perdus, ils ne comprennent rien, mais genre nous, ceux qui viennent du bac, ceux qui ont fait le bac, genre on comprend tout, les maths c'est facile, et la physique, genre plus ou moins ça va. Il y a des gens qui savent rien, et genre ils sont en train de redoubler, ils vont revenir en juin parce que genre ils ont tout raté. Donc vraiment le bac c'est un avantage genre au niveau des matières, mais le désavantage c'est genre le vocabulaire, parce que genre les maths par exemple en anglais, c'est pas la même chose en français, donc genre on peut se mélanger un peu dans les mots, mais à la fin ça va. J'ai une question, est-ce que pour l'architecture on a besoin d'un portfolio ou pas? Oui, mais ça dépend, genre chaque université, ils demandent un truc différent, genre par exemple en Angleterre, chaque université a demandé un truc spécifique. UCL ont demandé, genre ils ont donné un task et tu devais le faire et l'envoyer par mail. D'autres te disent juste envoie-moi ton portfolio en général. Mon université ont demandé le portfolio en général et genre ça dépend de l'université. Mais ouais, t'as besoin d'un portfolio 100%. Pour ceux qui ont pris des programmes qui sont divisés entre l'Angleterre et la France par exemple, est-ce que Brexit a affecté votre programme ou vu pour les échanges d'étudiants et tout ça? En fait, au niveau du Brexit, ça n'a pas encore été affecté. Ça veut dire qu'il faut encore plusieurs années pour mettre en marche tout ça. Il ne faut pas oublier que l'Union Européenne, c'est quand même une grande institution et en fait, ça prend du temps donc, pour faire tout ça. Il y aura quand même des échanges entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni, notamment au niveau des échanges entre étudiants. Donc je pense qu'il ne faut pas vous inquiéter sur ça. Vous êtes encore une génération qui peut en profiter et qui peut encore aller au Royaume-Uni. Est-ce qu'il y a qui font du sport ici? Et si oui, est-ce que vous avez pu gérer votre temps entre l'université et le sport? Bonjour, je m'appelle Farah et j'ai pas encore commencé l'université. Mais c'est à cause du basket en fait. Et donc tu peux gérer ton temps, mais faut vraiment vouloir jouer et en même temps étudier. Parce que si tu veux pas, tu vas... ça va pas marcher. Il faut savoir gérer son temps. Par exemple, si tu as une compétition, tu peux pas la faire pendant que tu as des partiels. Et pendant que tu as des partiels, tu peux pas faire les deux en même temps. Tu dois savoir gérer ton temps. Pendant les partiels, tu étudies. Et pendant ta compétition, tu t'entraînes. Et faire les deux en même temps, tu ne peux pas ni savoir
gagner des conditions ni avoir une bonne note partielle. Je vais juste ajouter quelque chose par rapport au sport. Pas d'expérience personnelle, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont fait des études supérieures et qui ont fait des masters et qui jouent aussi au sport. Donc normalement, il n'y a aucun problème, il s'agit de bien gérer son temps. Après, je sais qu'il y a certaines universités ou certaines filières qui ont des régimes aménagés pour des gens qui sont en compétition. Parfois, les universités, ils ont même eux-mêmes leurs équipes. Donc après, il faut se renseigner, je ne sais pas exactement, mais normalement, voilà, vous devrez pouvoir faire les deux. Vous savez que dans toutes les universités et grandes écoles, il y a une vie associative. Au même titre que dans un lycée, vous avez des clubs, de l'AS, etc. Dans les universités, le sport scolaire, quand vous inscrivez, vous avez aussi l'inscription au sport scolaire et aux activités culturelles. Donc, dans le campus, dans le cadre de votre inscription, vous allez vous renseigner sur quelles sont les possibilités d'activités sportives dans le cadre universitaire ou les activités culturelles. Voilà, c'est à vous de prendre et de vous inscrire et ensuite de gérer les deux, vos études et votre participation aux activités sportives et culturelles de votre école ou de votre fac. Vous avez des conseils pour la première année auquel il faudrait qu'on se prépare à part le budget? Je pense que le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est d'abord savoir gérer votre temps. C'est-à-dire qu'à l'université, vous allez avoir beaucoup de temps libre, il va falloir gérer d'une main de maître votre temps. Parce que ici vous êtes encadré, vous avez les profs derrière vous, vos parents, etc. À l'université, vous devez vraiment prendre l'initiative de travailler par vous-même. Vous devez savoir vous concentrer sur votre devoir. Et ça, c'est, je pense, le truc le plus difficile. C'est pour ça que les L, vous avez une chance, on vous laisse beaucoup de temps libre pour pouvoir travailler, du coup, utilisez-le. Voilà. Je pense que si vous avez, si vous demandez des ingénieurs ou des gens qui ont fait de l'hôtellerie, n'hésitez pas à venir nous voir et peut-être qu'on peut vous mettre en contact avec des anciens si on n'a pas parlé de nous, qui ont fait ce que vous recherchez. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me parler davantage sur le programme de Sciences Po, spécialité Moyen-Orient? Alors pour entrer à Sciences Po en général, il y a plusieurs procédures, mais celle qui est la plus intéressante pour nous ici, c'est la procédure internationale. Normalement, il faut préparer un dossier et l'envoyer peut-être avant février ou mars de l'année. Donc c'est un dossier avec vos bulletins scolaires et aussi un CV, une lettre de motivation et des lettres de recommandation de certains de vos enseignants. Si votre dossier est accepté, vous avez un entretien. Donc pareil, ça se prépare et donc si vous réussissez l'entretien, vous pouvez intégrer le Sciences Po. Mais ça c'est pour tous les différents programmes. Donc si vous avez plus de questions sur celui de Menton du Moyen-Orient, vous pouvez venir me demander aussi. Bien, écoutez, je pense qu'on va clôturer sur ces belles paroles cette séquence-là. Donc, les terminales, vous allez avoir une présentation par la Machra de Campus France. Donc, l'organisation Campus France, c'est un organisme public qui s'occupe, madame va vous détailler tout ça, mais en résumé, qui aide les étudiants, qu'ils soient français, étrangers, nationalités tiers, peu importe, à faire leurs études supérieures en France. Donc ceux qui ont un bac français, mais aussi qui peuvent avoir des bourses d'excellence étrangères. Voilà. Donc on va vous parler, vous donner toutes les possibilités. J'insiste sur un fait, et je pense qu'elle aussi va le faire, pour les étudiants qui n'ont pas la nationalité française ni la nationalité européenne et qui veulent faire des études dans l'espace Schengen, donc en France, va se poser le problème du visa. Elle va vous expliquer par le menu, et notamment le calendrier. Si vous faites ça dans les temps, ça se passe bien. Si vous laissez passer les délais, vous allez avoir des soucis. Vous ne ferez pas votre rentrée universitaire parce que vous n'aurez pas encore votre visa. En résumé, Campus France va vous aider avec votre famille à monter le dossier pour avoir votre visa. Si vous le faites mars, avril,
3 mois avant. 3 mois avant. Si vous le faites dans ce délai-là, ça va suivre ce cours normalement. Si vous le faites en juin, vous êtes en compétition avec tous les gens d'Égypte qui veulent un visa pour l'été en France, et donc vous êtes coulé. Et vous ne ferez pas votre rentrée universitaire en septembre.